Inarrêtable, j'ai surtout retenu la renaissance de la Chine est inarrêtable. Et j'ai le sentiment qu'au fond, on découvre que les Chinois ont une perspective internationale de superpuissance, mais ça fait très longtemps que ça a commencé. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de l'avoir en tête, parce qu'on comprend mieux la démarche. Il y a exactement 40 ans, lorsque je suis parti étudier en Chine, nos amis chinois nous disaient à l'époque, dans 30 ans, dans 40 ans, nous serons la plus grande puissance du monde, parce que la Chine a une histoire millénaire et nous avons un rôle à jouer. Alors nous, évidemment, on rigolait parce qu'on se disait c'est impossible. Eh bien oui, ça a été possible parce que c'est un peuple déterminé, c'est pas une démocratie, il y a un plan, il y a des objectifs. Donc de ce point de vue, c'est pas un début d'aujourd'hui. Sauf que Jean-Claude, pardon de vous interrompre, la Chine n'est pas la première puissance mondiale. Bien sûr, mais c'est leur objectif. Ils ont d'abord un objectif pour eux. La Chine a un objectif pour elle, en se disant nous devons être une très grande puissance planétaire. Et cette grande puissance planétaire, elle se donne les objectifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle a des besoins internes. Elle doit sécuriser son commerce, elle doit sécuriser ses rapports avec le reste de la planète, et elle voit très bien qu'elle a ici une fenêtre de tir qui lui permet de jouer une partition, parce que si elle ne, de son point de vue, moi c'est ce que j'entends de mes interlocuteurs, si elle ne s'impose pas face aux États-Unis, y compris à travers dans le reste de la planète, eh bien, elle n'y arrivera pas. C'est ce que me disent... Économiquement, commercialement... C'est avant tout économiquement et commercialement. Parce que la Chine ne veut pas la guerre. Absolument pas. Son objectif n'est pas de devenir le gendarme du monde à la place des États-Unis. Mais c'est d'assurer la puissance économique, parce que cette puissance économique lui permet d'assurer, de stabiliser sa politique. Et le président chinois a dit tout à l'heure, il a dit le socialisme à la chinoise. Ça a toujours été la formule, ça a été sur le plan économique, ils étaient relativement libéraux, et sur le plan interne, toujours socialiste, toujours à sensibilité communiste. Mais la phrase « la Chine est inarrêtable », j'ai surtout retenu la renaissance de la Chine est inarrêtable. Et j'ai le sentiment qu'au fond, on découvre que les Chinois ont une perspective internationale de superpuissance, mais ça fait très longtemps que ça a commencé. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de l'avoir en tête, parce qu'on comprend mieux la démarche. Il y a exactement 40 ans, lorsque je suis parti étudier en Chine, nos amis chinois nous disaient à l'époque, dans 30 ans, dans 40 ans, nous serons l'Europe. Une déclaration fracassante de Vladimir Poutine vient de faire trembler l'équilibre géopolitique international. Ce jeudi 7 mai 2026, le président russe a adressé un message direct et sans détour aux grandes puissances occidentales, notamment à Donald Trump. Tant que la Russie, la Chine et l'Iran existeront et resteront alignés, aucun dirigeant mondial ne pourra agir de manière unilatérale. Un avertissement clair qui sonne comme la fin d'une ère. Celle où une seule puissance pouvait imposer ses décisions au reste du monde. Derrière cette déclaration, un changement profond semble se dessiner. Un monde désormais structuré autour de plusieurs blocs, où chaque décision majeure pourrait entraîner des réactions en chaîne. Cette prise de position intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu, où les rivalités entre grandes puissances ne cessent de s'intensifier. Message stratégique ou démonstration de force assumée, une chose est certaine, le ton monte et les lignes bougent. La question est désormais simple. Assistons-nous à la fin définitive de l'hégémonie occidentale ou au début d'une confrontation mondiale encore plus incertaine? Donnez-moi votre analyse dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de partager cette information, de republier et de... Cette intervention en Iran, c'est une erreur qui se solde par du désordre au Moyen-Orient, par la flambée des prix du pétrole et par le retour de l'inflation, notamment en Europe. Et c'est une intervention qui montre à quel point les intérêts américains et les intérêts européens sont désormais totalement désalignés. Là, tout s'est mis en place pour que je pense que Trump soit tenu en échec quand même. Peut-être là que je serai un petit peu plus dur vis-à-vis de Trump, tenu en échec par le pouvoir iranien. Parce qu'ils ont beaucoup plus de cartes. Ils ont beaucoup plus de cartes dans leurs mains que Trump. Trump, qu'est-ce qu'il a? Il peut employer plus de force. Il peut lever le blocus, mais à ce moment-là, c'est un gain précieux pour les Iraniens. Mais il ne peut pas défendre les pays du Golfe plus que ça n'a été fait. Il ne peut pas réduire visiblement le stock de missiles balistiques, la dissuasion conventionnelle des Iraniens. C'est celle où le prix du baril monte à 120, à 130, à 150 $. Ça a une répercussion immédiate sur les prix à la pompe, bien entendu. Mais surtout, il y a un deuxième effet qui est beaucoup plus redoutable et qui inquiète terriblement nos compatriotes à juste titre. C'est l'inflation alimentaire.
Et le retour de l'inflation alimentaire causera des problèmes sociaux, des problèmes à chacun des ménages dans notre pays qu'il faut... On a une question, on va tenter d'y répondre ensemble sur ce plateau. Et si le détroit d'Ormuz était en fait la véritable bombe de Téhéran, l'équivalent, voire plus, de son industrie nucléaire, au point peut-être d'accepter de la mettre dans la corbeille des négociations avec les Américains. Car depuis le début de cette guerre, le régime a découvert qu'il disposait d'un pouvoir ultime, capable de mettre à mal l'économie mondiale. Écoutez cette déclaration faite hier par l'un des plus proches conseillers de Mojtaba Khamenei. La question du détroit d'Ormuz revêt une importance capitale. Nous avons négligé cette aubaine pendant des années. En réalité, le détroit d'Ormuz est un atout aussi puissant qu'une bombe atomique. Contrôler une zone qui, si elle est fermée, peut affecter l'ensemble de l'économie mondiale. C'est une capacité énorme. C'est une capacité que nous avons acquise grâce à cette guerre. Et nous ne la céderons en aucun cas. Jean-Paul Chagnolot. Les Iraniens ont découvert qu'ils avaient un pouvoir mondial énorme, incroyable. C'est mieux que la bombe nucléaire, c'est mieux que le nucléaire. Ça fait partie des quelques effets pervers essentiels de cette guerre. Et qu'est-ce que c'est qu'un effet pervers au sens sociologique du terme? C'est en fait, on cherche un résultat et on obtient exactement son contraire. Et cette guerre a multiplié les effets pervers. Et celui-ci en est un exemplaire, puisqu'au fond, cette question ne se posait absolument pas. Tout le monde l'a dit et répété, c'est une évidence. Et maintenant, c'est une arme stratégique essentielle. Et à mon avis, ils vont pas la lâcher. Ils vont sans doute rouvrir si les négociations aboutissent. On va savoir ça bientôt. Mais ils pourront certainement, à mon avis, vouloir garder le contrôle, par exemple, pour garder la possibilité de mettre des péages. Donc, on n'en a pas fini d'entendre parler, à mon avis, de cette affaire de Hormuz, même si on débloque. Il y a deux choses distinctes. Le déblocage est une chose. Le contrôle en est une autre. Pas par hasard, s'ils ont monté, vous l'avez noté dans votre fil rouge, une agence qui va gérer la gestion de ce détroit. Donc effectivement, ils ont découvert ça. Ce qui est quand Donc même, c'est sur le long terme. Ce qui est bien sûr, ce qui est hallucinant, c'est que les Américains, comment il s'appelle, Donald Trump n'est pas, alors qu'il avait le nez sur la vitre, mais il n'a pas vu l'évidence de cette dimension géographique. Voilà. Ou alors peut-être que ceux qui étaient pressés de rentrer en guerre face à l'Iran n'ont pas voulu. Les États du Golfe, y compris les Émirats, avant la guerre, donc avant le 28 février, ont bien dit à Trump que parmi les dangers de cette affaire, il y avait le risque d'un blocage du détroit d'Ormuz. Donc c'était connu de tout le monde, sauf sans doute de Donald Trump. Même je pense que les militaires américains avaient certainement conscience de l'impasse que cela pouvait représenter dans un conflit de cette nature. Mais c'est assez extraordinaire, parce qu'au moment même où les Américains mettent la pression sur l'Iran, sur le nucléaire, sur ces 440 kilos, pour mettre la main dessus, l'Iran se dit aujourd'hui, en fait, le nucléaire, tout le monde nous tape dessus. Et si on le mettait un temps de côté, parce qu'on a mieux, on a pire que le nucléaire, on a le 2-3 d'Ormuz, et on peut mettre le monde à genoux. Si on prend en termes de destruction de valeur globale, certes la bombe nucléaire ça fait peur, c'est une immense explosion et ça tue beaucoup de gens. À condition de s'en servir. Voilà, et c'est quelque chose qui est très difficile d'utiliser parce que vous vous exposez immédiatement à une réplique et si l'Iran était effectivement doté de la bombe nucléaire, eh bien, il deviendrait... Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. D'ailleurs, plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. News, si Donald Trump, le président américain, a arrêté brutalement l'opération Projet Liberté avec la marine américaine qui était censée et qui devait débloquer et en tout cas escorter ces centaines, plusieurs centaines de navires commerciaux. Vous venez de le dire, le dernier chiffre, 1500 navires commerciaux bloqués dans le golfe Persique. Eh bien, justement, c'est parce que l'Arabie Saoudite lui a mis des bâtons dans les roues. C'est ce que, en tout cas, NBC News avance. L'Arabie Saoudite
qui a interdit aux avions de chasse américains d'utiliser les bases militaires saoudiennes et son espace aérien, mis devant le fait accompli. Donald Trump, donc, qui ne savait plus quoi faire et qui a donc décidé d'arrêter brutalement cette opération. Ce revirement de Donald Trump relève aussi le malaise des monarchies du Golfe. L'Arabie Saoudite, mais aussi plusieurs autres pays du Golfe prennent un peu leur distance avec les États-Unis. Ils ne veulent plus apparaître comme la base arrière d'une guerre américaine contre l'Iran. Les pays du Golfe qui ont les yeux, vous l'avez dit, rivés sur l'évolution de la situation et sur ces négociations en cours. Ils veulent à tout prix éviter une reprise de la guerre qui pourrait de nouveau les exposer à des frappes iraniennes contre des ports stratégiques, contre des infrastructures énergétiques ou encore contre des installations stratégiques ici dans le Golfe. Donc oui, ces pays du Golfe, ils ont l'espoir qu'un accord soit trouvé et que justement ce détroit d'Ormuz puisse rouvrir, car les pays du Golfe sont les plus grands producteurs et plus grands exportateurs d'hydrocarbures et depuis un peu plus de 2 mois, toutes ces exportations sont à l'arrêt et donc les pays du Golfe dépendent fortement économiquement de l'ouverture de ce détroit d'Ormuz. Ils ont toujours appelé à la désescalade et justement à régler le conflit par la diplomatie. Moment de tension. Et il y en a eu, par exemple, dans le Sahel. Ils sont liés à des moments de coup d'État et des mots très durs qui ont été faits contre l'armée française. Je ne pouvais pas laisser passer ça. C'est une transition, mais les peuples concernés, on est profondément attachés, on les aime. Je veux dire, moi, honnêtement, ça me fend le cœur quand je vois tout ce qu'on pourrait faire de mieux pour et avec les Maliens, les Maliennes, ou les Burkinabés ou les Nigériens. On a tellement fait avec eux ces dernières années. J'espère que leurs dirigeants se rouvriront et qu'ils seront dans un chemin d'avenir. Et nous, on sera à leur côté de manière très respectueuse.